Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. L'émission qui vous invite à explorer les mystères de la vie et à plonger dans les profondeurs de la conscience. Ensemble, nous allons découvrir la chronique qui va se faire en 2 parties, la réflexion et l'évocation, la page pratique, le SOS téléspectateur. Vous avez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec le célèbre professeur Herman Yaglipot, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé. Bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs des canaux de International. Vous allez bien ce soir, patriarche? Très bien. On me pose souvent la question de savoir à quoi sert cette baguette que vous avez dans la main. Bon, c'est un outil de protection. C'est comme on met l'habit. On ne peut pas demander à quoi sert l'habit. On sait déjà à quoi ça sert. D'accord. Chers téléspectateurs, nous allons prendre la première partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Le juge dans la société et son rôle mystique. Prenons un instant pour examiner métaphysiquement ce que représente le juge dans la société. Lors de l'une de nos éditions, une analyse mystique nous a permis de constater qu'une personne, probablement mystique dans certaines familles, peut être considérée comme un sorcier. Cependant, malgré cette désignation, il est important de noter que dans la plupart des familles, il existe toujours des individus dotés d'attributs fortement positifs. Ces personnes, en particulier, agissent comme des régulateurs du fonctionnement familial. Leur influence et puissance occulte assurent l'équilibre relationnel au sein de la famille. Sans risque de nous tromper, métaphysiquement, il s'agit d'une catégorie de personnes nécessaires dans chaque famille, en plus du sorcier. Ces individus possèdent un atout qui les place au sommet de l'échelle sociale de leur environnement d'origine. Leurs qualités sont spécifiquement d'ordre occulte et indescriptible. C'est ce qui leur permet, grâce à leurs qualités mystiques, de résoudre les différents litiges classiques et occultes, et d'être reconnus comme des « juges ». Cette capacité est liée à une manifestation karmique qui affecte cette famille, et ils sont appelés à agir en fonction de leur propre karma antagoniste. Autrement dit, chaque famille doit répondre aux effets vibratoires positifs et négatifs relatifs au karma global. Tout le monde est concerné. Chaque individu est pour sa famille ce qu'une lettre est dans l'ensemble des lettres formant un mot. Si le sorcier est le juge pour une famille, comme exprimé plus haut, le sorcier représente cette entité maîtresse d'une famille restreinte. Il agit au profit d'un ensemble de familles, de la collectivité, de la communauté, de la nation, voire de l'humanité tout entière. En d'autres termes, par son intermédiaire, la justice s'établit, sans qu'il ne soit véritablement juge au sens strict du terme, car c'est par lui que le bon fonctionnement d'une famille est régulé. À la naissance, le bébé est frappé par une lueur qui l'empêche d'ouvrir les yeux immédiatement. Il est enveloppé d'une lumière blanche intense surmontée de 3 étoiles brillantes au-dessus de sa tête. Les astrologues appellent cela le thème astral. Cette analyse doit prendre en compte 2 indicateurs vibratoires cachés, le jour et l'heure de naissance du bébé. Ces indicateurs révèlent l'importance de son développement personnel divin. C'est grâce à ce thème astral que les sorciers peuvent édifier ou détruire le corps physique du bébé, lui faisant perdre sa valeur. À partir de là, la souffrance et la misère peuvent commencer à s'installer dans notre vie. Ne pas prendre en compte ces éléments nous condamne à lutter toute notre vie contre la sorcellerie négative sans résultat. De nos jours, en Afrique, la sorcellerie et les forces mystiques tuent plus de personnes que les maladies, au point de brouiller les diagnostics médicaux.
Certaines personnes mourront mystiquement, leur décès étant attribué à des maladies comme le sida ou la tuberculose par manque de vigilance, et en fréquentant des lieux de culte de la sorcellerie, pourtant attribués à Dieu. Le rôle du juge dans le cadre de la justice et de l'équilibre, le juge est le gardien de la loi et de l'ordre, symbolisant l'équilibre entre les forces opposées. Il incarne le principe de justice, visant à rétablir l'harmonie et l'équité dans la société. Il est l'arbitre du karma, et dans certaines traditions, métaphysiquement, il est associé au concept de cause à effet. Il représente la force qui dispense la justice et les conséquences des actions passées. En appliquant la loi, il contribue à la progression spirituelle de l'humanité en incitant les individus à assumer la responsabilité de leurs actes. Le juge représente cette conscience collective de la société. Il est chargé de faire respecter les valeurs et normes morales établies au fil du temps. Ces décisions reflètent l'esprit du temps et l'évolution des mentalités. En tant que miroir de l'âme humaine, le juge, dans un conflit, doit rendre une décision permettant de mettre en lumière les aspects sombres et lumineux de l'âme humaine. Sa motivation doit rester immatérielle, évitant les intentions et les failles humaines, pour servir de miroir à l'introspection et transformer les lieux de procès en véritables palais de justice. Résultat, il est important de noter que l'interprétation métaphysique du rôle du juge varie selon les traditions et les philosophies. Dans certaines cultures, le juge est considéré comme un être divin ou un intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel. D'autres traditions mettent l'accent sur la justice divine et voient le juge comme un instrument de cette justice. Toutefois, la compréhension du rôle du juge dans la société dépend de l'individu, de sa vision du monde et de son expérience personnelle, ce qui explique la confusion actuelle dans la société. Professeur Herman Neglipot, aujourd'hui nous parlons du juge dans la société et son rôle mystique. Alors, selon vous, quel est le lien entre la justice et le mystique? Ouais, c'est une très bonne question. La justice fait partie du côté spirituel qui est en rapport avec l'existence de tout et de tout un chacun. Parce que la justice ne doit pas seulement concerner les humains que nous sommes, c'est-à-dire des hommes, mais ça doit aller jusqu'au-delà des hommes. Dans les trois mondes, le monde minéral a besoin de la justice, tout comme le monde végétal a besoin de la justice, de même le monde animal. Dans le monde animal, il y a deux groupes, principalement les bêtes d'un côté et les hommes que nous sommes, hommes avec grand H. Donc la justice, c'est non négociable, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas souffrir pour en gagner, pour en profiter. La justice, c'est un droit qui est lié à l'existence. Voilà. Alors, quand vous regardez la société aujourd'hui, comment vous percevez le rôle du juge? Est-ce un simple fonctionnaire ou alors il exploite l'autre côté, le côté mystique, le côté occulte de l'être humain? Non, le problème de la justice aujourd'hui est un problème sans prendre de parti ou sans vouloir incriminer une certaine hégémonie, mais c'est un problème d'une société corrompue. C'est-à-dire notre société est généralement aujourd'hui corrompue. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans une société où les valeurs liées à la respectabilité ou au respect des lois de la nature nous concernent. Nous n'avons aucune connaissance de l'existence de ces lois. Et c'est ces lois-là qui régentent ou qui réglementent la justice. Alors, quand nous pouvons
fonctionner dans un environnement où la nature qui est l'élément central de toute existence n'est pas connue parce que pas enseignée. Alors, comment le juge va s'en sortir? Parce que le juge n'est que le produit. Parlant de ce qui se passe actuellement, Oui. le juge n'est que le produit de son environnement. Il ne peut pas être autre chose. Finalement, nous pouvons dire que il faut repenser tout à la base. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le système judiciaire actuel puisse tenir compte du côté mystique? Je veux dire quoi? On est africain. Au village, par exemple, professeur, les anciens faisaient comment? Ils allaient consulter les devins, ils allaient consulter les scorpions. Il y avait beaucoup je vais appeler ça quoi? D'instruments, d'outils. De supports, d'outils, voilà, sur lesquels ils s'appuyaient pour rendre justice. Aujourd'hui, vous dites que cela n'est pas enseigné, le juge est le fruit de son environnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour repenser la chose autrement? Bon, alors si je dis le juge est le fruit de son environnement, ça veut dire que le juge est dans un environnement corrompu. Ce n'est pas le juge qui a corrompu, c'est l'environnement qui est corrompu. On a mis en place des lois qui sont telles que d'un pays à un autre pays, c'est pas la même chose. Les lois françaises ne sont pas forcément les lois de l'Espagne ou bien de l'Angleterre ou alors de l'Allemagne, de la Belgique. De même, les lois camerounaises, les lois pratiquées au Cameroun ne sont pas forcément les lois du Gabon, des pays voisins, quoi, du Nigeria et autres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la justice n'est pas une histoire, on peut dire, n'est plus une histoire sérieuse. Parce qu'en fait... Oui, maintenant, s'il faut parler parce que là, nous sommes dans le monde inconnu. S'il faut prendre, ou alors la chose, s'il faut réagir de ce côté-là. Je suis en train d'y aller. D'accord. Vous savez, la chronique est divisée en deux parties. Peut-être que nous aurons beaucoup d'éléments à proposer aux téléspectateurs. Alors, je disais que le juge est le fruit de son environnement. Et l'environnement est corrompu. Donc, métaphysiquement corrompu, il est impossible d'avoir l'impartialité de nos jours. D'accord. Parce que l'impartialité relève finalement de la morale, non de la mystique. Parce que le juge avant était un outil qui avait des atouts mystiques. D'abord, il était question des atouts innés qui étaient comme des dons et en même temps adoubés par une vocation. Oui. Bon, aujourd'hui, le juge, c'est un produit universitaire, du moins d'une école, qui va étudier comment rendre justice. Avant, on n'étudiait pas comment rendre justice. On rendait justice selon des bases du respect des lois de la nature, qui étaient comme, on dirait, les religieux diraient un sacerdoce. Bon, moi je dis qui était comme quelque chose de sacré, d'ailleurs pas comme quelque chose de sacré, mais qui était sacré à la base. Oui, puisqu'on ne tenait pas compte Bon. des moyens de l'argent, on ne parlait pas argent pour ça. Oui, bon, disons qu'il y avait quand même quelque chose à payer. En cas d'amende, il y avait quelque chose à payer pour pouvoir
amener à ce que les gens ne s'effacent pas des problèmes, il fallait qu'ils sachent que quand tu fais des problèmes, tu dois saigner, donc tu dois perdre quelque chose. Bon, ça peut être un coq, ça peut être un bouc, ça pouvait être ce que ça pouvait être. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est le fait de ne pas mentir. Parce que ni l'accusé, ni le requérant, je ne sais pas comment on appelle ça en termes juridiques, mais disons, les gens qui allaient rencontrer le juge étaient d'une part celui qui se plaignait et d'autre part la personne contre laquelle on se plaignait. Alors, toutes les deux personnes ne levaient pas la main pour dire « je ne dis que la vérité, rien que la vérité », comme pour dire « je le dis au nom de Dieu ». Non. Il y avait parfois, selon certaines régions, on va le revoir tout à l'heure, où on faisait traverser une corde qui était attachée à un totem et qui, c'était ça la barre. Dès que tu traverses cette corde-là, tu es déjà à la barre. Et lorsque tu es à la barre, c'est pour dire la vérité. Dire la vérité veut dire quoi? Si tu te sens coupable, tu plaides coupable. Si tu sais que tu n'es pas coupable, tu dis que tu n'es pas coupable. Et la personne qui porte plainte contre toi faisait la même chose. C'est-à-dire, on lui faisait faire la même chose. Et cette personne savait que s'il a menti, il y a deux sentences. Il y a une sentence où les dieux, dont les ancêtres, Oui. peuvent ne pas l'amener à payer le lourd tribut, mais plutôt à subir, à être frappé. Il y avait l'autre sentence que on ne met pas des mécanismes mystiques, occultes, en marche, qui te frappent, mais on te condamne naturellement en te mettant en quarantaine ou en t'imposant de payer en termes de moins un quota, un certain quota, en chèvre, en mouton ou en quoi, comme pour te sanctionner. Et tout se faisait avec un collège de juges qui eux aussi prêtaient serment de manière sacrée à ne pas extravertir les lois de la nature, et la nature étant le maître ou la maîtresse qui devrait être utilisée dans ce serment sacré de façon à ne pas être durement frappé plus que les personnes fautives qui sont venues pour être jugées. Bon, donc, le juge avait beaucoup plus de difficultés à se faire soudoyer ou à se faire complice. Toutefois, il savait qu'est-ce qu'il attendait. De alourdir son karma. Il n'était même pas question de karma. Il était question que certains juges pouvaient mourir après une certaine période. Voilà, à cause de l'injustice, de la justice des décisions mal rendues. Voilà. Mais aujourd'hui, professeur, il se dit même que des fois, qu'il y a un procès, il y a des choses qu'on mâche pour faire que le juge soit détourné. Oui. Il y a des écorces là que certaines personnes mâchent et ça joue sur la décision du juge. Est-ce que c'est vrai, patriarche? Oui. On peut gagner un procès sans que ça soit de la faute du juge, de nos jours. Parce que le juge n'a pas d'outils de prémunissance qui lui permet de ne pas être manipulé par les forces occultes. Je suis certain juge. Parce que la place où il est assis
est déjà consacré pour la justice. Quelques reliques peuvent être déposées à cet endroit, mais qui peuvent aider que des juges assez conscients. Les juges qui ne sont pas inconscients peuvent être détournés par des forces occultes de ce que serait une racine qu'on est en train de marcher. Bon, on arrête de marcher ça quand on commence à parler, mais un peu avant de répondre présent à l'appel, qu'on ait déjà bien marché ça. On peut utiliser des objets qui sont à base du miel qu'on va lécher avant qu'on aille répondre présent à un procès. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser et cela attaque que des juges qui sont restés enfantins, ne prenant pas leur rôle comme un rôle qui a un côté occulte à sauvegarder. Voilà. Finalement, il n'y a pas de justice, patriarche. Si vous permettez, nous allons prendre la deuxième partie de la chronique qui nous parle du rôle mystique africain du juge. Le rôle mystique africain du juge. Après avoir analysé de manière globale et métaphysique le thème du rôle mystique africain du juge dans la première partie, permettez-nous d'approfondir le sujet en examinant comment cela se manifeste dans les cultures africaines. Commençons par préciser que le rôle du juge en Afrique est riche et varié, s'inspirant souvent des traditions ancestrales et de la spiritualité locale. Il n'existe pas un seul modèle, mais une mosaïque de représentations influencées par les différents groupes ethniques et les croyances spécifiques à chaque région. Voici quelques éléments qui éclairent ce rôle mystique. Le juge ou gardien de l'ordre cosmique incarne, dans de nombreuses cultures africaines, un lien étroit entre la justice et l'équilibre cosmique. En rendant des décisions justes, il contribue à maintenir cet équilibre. Il agit comme un médiateur entre le monde visible et invisible, s'assurant que les forces spirituelles continuent de protéger la communauté. Le juge est également le porte-parole des ancêtres. Les ancêtres jouent un rôle crucial en matière d'équité dans les sociétés africaines, et le juge est considéré comme leur représentant, leur voix qui guide ses décisions. Il doit se connecter au monde spirituel pour recevoir des conseils et des directives pour rendre justice. Dans certaines traditions, le juge est vu comme le dispensateur de justice divine, instrument de la justice divine chargé d'appliquer les lois divines qui régissent les relations humaines et les liens entre l'homme et le monde spirituel. Cela lui confère également le rôle de guérisseur spirituel, l'élevant à une dimension spirituelle. En rendant une décision juste, le juge peut aider à réparer les blessures et à rétablir l'harmonie non seulement entre les individus, mais aussi au niveau spirituel. Il peut agir comme un guérisseur, libérant les énergies négatives et favorisant la paix intérieure chez les requérants et les accusés. Symbole de sagesse et de réconciliation, le juge incarne l'art de comprendre les nuances des situations et s'efforce de trouver des solutions justes et durables qui permettent de réconcilier les parties en conflit et de promouvoir la paix sociale. Examinons quelques exemples spécifiques en Afrique. Dans la culture Yoruba du Nigeria, le juge est associé à la déesse de la justice, Olokin. Chez les Dogons du Mali, la justice est liée à la notion d'équilibre cosmique, et le juge est chargé de maintenir cet équilibre. En Afrique du Sud, les juges traditionnels utilisent souvent des oracles et des rites pour obtenir des conseils divins. Au Cameroun, dans la plupart des régions ou communautés, le juge était guidé par un sermon sacré à ne pas enfreindre au risque de mourir sous neuvaine après qu'il ait failli. Résultat, il est important de comprendre que les conceptions du rôle mystique du juge en Afrique sont souvent complexes et nuancées. Elles varient d'une région à l'autre et évoluent avec le temps.
Cependant, le lien étroit entre la justice et la spiritualité demeure un élément fondamental de nombreuses cultures africaines. La colonisation a profondément marqué les systèmes judiciaires africains, introduisant des modèles souvent incompatibles avec les traditions locales. Cette superposition a engendré des tensions entre les systèmes occidentaux et les systèmes traditionnels, créant des défis pour la justice et la bonne gouvernance dans de nombreuses régions du continent. Patriarche, comment le juge fait pour se connecter dans le monde invisible pour rendre justice? Ça dépend de la tradition, de l'environnement dans lequel ce juge-là est né. Ce n'est pas question de formation en tant que magistrat, non. Et ce n'est même pas question de formation en tant que groupe de personnes derrière le mécanisme de l'État devant régenter la justice de manière à sanctionner l'injustice. On a l'impression que la corruption, elle est même scolaire, c'est-à-dire on enseigne comment interpréter la loi pour gagner un procès en déjouant la compétence du juge. C'est-à-dire un juge peut ne pas être au courant d'une ordonnance ou bien d'une loi de manière totale, et un avocat malin peut l'amener à prendre une décision de façon à ce que les premiers juges échouent et qu'on se retrouve à la cour d'appel pour restituer le droit acquis de droit. Bon, donc ce n'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme dans tous les corps de métier, la médecine, la religion, la justice, tout se parle, tout se dit, les choses se passent comme si c'était la morale. Le côté sacré n'est plus pris en compte. Et là, nous adoptons au niveau de l'Afrique, disons, une importation de la justice, ce qui fait que nous faisons partie du village planétaire où la justice fonctionne sur la base des rapports de force. Et les rapports de force incriminant totalement le droit de tout justicier ou justifiable. Alors, on se retrouve donc dans une situation où on ne peut pas ne pas voir le juge répondre, du moins donner réponse dans ses décisions, qui est calqué sur le modèle de son environnement. Alors maintenant, son environnement n'est pas basé sur un socle. Le socle traditionnel est tel que nous avons vu le cas de l'Afrique du Sud, où le juge a des oracles, fait des rituels. On peut lever la séance pour aller tirer les oracles, par exemple. Le but étant de ne pas se tromper sur la décision à rendre. Parce que le phénomène de l'être humain est comme les enfants dans une maison. Alors, tu as tes propres enfants. Lorsqu'ils se tapent dessus, le plus malin ou le plus bavard a toujours raison. Bon, on est toujours en train de taper l'autre qui n'arrive pas à s'exprimer, à dire exactement ce qui s'est passé. Et le père ou la mère ne le fait pas par injustice, à l'égard de quoi que ce soit, comme s'il n'aimait pas l'autre. Mais on a toujours l'impression que celui qui s'exprime mal ou n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé, il est fautif. Alors, certaines fois, ou certains parents, moi dans mon cas, quand les enfants se tapent, lorsqu'ils étaient petits,
mes enfants, je vous tape tous les deux. Comme ça, vous commencez à régler vos problèmes sans venir me voir. Et lorsque ils ont un problème, ils disent, ne parlons pas fort parce que papa sera au courant et il va nous taper. Bon. Donc, il faut trouver aujourd'hui un modèle qui permet à ce que le juge ne soit plus influencé par son environnement. Le juge ne soit plus celui qui compte seulement sur ses cahiers de cours, comme pour dire qu'il sache qu'il y a un pas à faire vers des bases traditionnelles, que le juge prenne sa dimension divine, une certaine dimension divine, parce que la justice relève du divin. La justice n'est pas une histoire où qu'on va piétiner, se disant que, bon, même si on me donne l'argent, je rends justice et je construis ma maison et tout, qu'est-ce qui va m'arriver? Puisqu'il n'y a même pas de conseil de discipline pour quelqu'un qui a échoué un procès, qu'on l'amène à comprendre que ce qu'il a fait n'était pas bien. Là encore, on aurait fait un pas sur le classique. Parce que le classique voudrait que si tu échoues un procès, qu'il y ait un conseil de discipline pour qu'on te ramène à l'ordre, qu'on demande comment tu as pu échouer ces procès-là. Parce que l'affaire va aller de la Cour d'appel à la Cour suprême et de la Cour suprême à la Cour de cassation. Mais tous les juges qui ont bafoué le droit, personne n'est inquiet. S'il est inquiet, c'est qu'il était sur un dossier sensible de quelqu'un qui n'est pas un monsieur lambda. Mais en ce moment, professeur Herman Neglipot, où sont les ancêtres? Puisque vous nous dites tout le temps que les ancêtres veillent sur nous. Quand la justice est bafouée, professeur, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire on donne raison aux plus offrants. Les ancêtres, qu'est-ce qu'ils font? Les ancêtres sont derrière les lois de la nature qui frappent les juges À quel moment? d'un karma qui fait en sorte que si ce n'est pas au cours de cette vie, au cours des vies futures, ils paieront de leurs actes. Il n'y a rien qui ne se paye, que cela soit bon ou mauvais. D'accord, mais même le simple fait de laisser que l'autre endure toute cette souffrance parce que dans la vie future, X, Y devra payer, devra souffrir. Est-ce que c'est normal, professeur? Ça dépend. Pourquoi on n'est pas frappé directement? Non, on n'est plus à l'heure où on frappe directement des gens, sauf si quelqu'un qui a échoué un procès décide de travailler pour que le juge en question soit frappé. Il y a des cas comme ça. Comment ça se passe, professeur? C'est-à-dire... Il y a des cas où on peut décider, on peut se décider sur un juge. Bon, il tombe malade, sa langue gonflée dans la bouche, on essaie de le soigner n'importe comment, il n'arrive pas. Ça prend de volume jusqu'à ce qu'il décède. On peut décider sur un juge, il fait un accident, il meurt. Hein? Bon, on peut décider sur un juge, mais là c'est des mécanismes où la personne qui décide sur le juge aussi est en train de se rendre justice. Oui. Voilà. Donc, dans tous les cas de figure, on ne peut pas avoir été un mauvais juge et terminer sa vie dans les bonnes conditions. Très souvent, vous tombez malade et vous mourrez dans des difficultés énormes, dans des souffrances énormes, sans savoir que le fait d'avoir banalisé la justice au profit des motivations et au profit des aspects liés à la camaraderie ou bien le fait de considérer certaines personnes par rapport à d'autres tout le long de sa carrière, c'est ce qui vous retourne contre actuellement, vous ne savez pas. Parce que très, très souvent, ce qui nous dérange, même quand quelqu'un boit de l'alcool, on lui dit que son foie est attaqué, il a une cirrhose de foie. Il va poser la question de savoir que
tout le beau monde qui boit de l'alcool, pourquoi ils ne sont pas malades? Donc, on est toujours en train de nier que ce qui nous arrive de nos fautes. D'accord. Voilà. Professeur, quelle qualité spirituelle un juge devrait-il cultiver pour mieux exercer son rôle? Il devrait être dispensateur de la justice divine. Il devrait se dire qu'il représente les ancêtres. Parce qu'en fait, si au cours des émissions antérieures, les éditions antérieures, je veux dire, Oui. on a posé la question de savoir est-ce que les ancêtres étaient des gens justes. Bon, les ancêtres étaient justes. Ils veillent sur nous. Parce que tout parent veille sur sa progéniture. À des degrés près. Ils veillent sur nous. Ils ont commis des fautes, ou bien, je ne sais pas quoi. Ils ont fait des choses pas bien. Mais dire qu'ils ne veillent pas sur nous, c'est un autre débat. Voilà. D'accord. Nous allons prendre la réflexion et l'évocation et on se retrouve juste après pour la suite. Si on enlève la religion dans nos pays, il y aura des manifestations chaque heure. Et puisque si on enlève la religion, on enlève l'alcool, c'est qu'il n'y aura aucun président en Afrique. Puisque tous les jours, les gens vont sortir dans la rue pour dire que, mais attends, on n'a pas de travail, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. On souffre, nous sommes jeunes, on a fini de fréquenter. Vous avez dit qu'on fréquente, on a pris toutes nos économies, tous nos parents ont pris tout leur argent, ils ont vendu leur terrain pour payer l'école. On finit l'école, on n'arrive pas à travailler. Vous pensez qu'on va faire comment? Donc vous allez manger notre argent comme ça, nous on est là, on est travaille pour n'a rien, machin. Non, on va seulement tous mourir. Tu vois? Mais qu'est-ce qui anesthésie les gens pour les empêcher de faire ça? Il y a l'église, parce qu'ils partent à l'église et le Seigneur leur dit, ne tuez pas, ne mentez pas. Pardonnez 999 904. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'église, il prie, il confie ses problèmes au Seigneur jusqu'au jour où il meurt de misère et de pauvreté. L'autre, pendant qu'il est en train de prier dimanche, l'autre en train de prier mercredi, vendredi à la mosquée. Et quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous ensemble, ils s'asseyent au bar et ils boivent une bière pour noyer les soucis. Tu vois? Si on enlève la bière et la religion, il n'y a aucun président qui va s'amuser en Afrique parce qu'il va être tué le lendemain s'il s'amuse avec l'argent des gens. Parce que les gens seront conscients que, mon ami, on est en train de souffrir. Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Jésus. Il n'y a pas d'alcool. On est lucide. On n'est plus dans la bière. Tu vois? C'est pour ça que les premières industries qu'on a installées en Afrique étaient les industries brassicoles et les industries de cigarettes parce qu'il fallait noyer l'inconscient. Il fallait noyer la conscience des gens. Parce que c'est ce qui a été utilisé en Chine, ce qu'on a appelé la guerre de l'opium. Il y en a même eu deux. Parce que quand les Occidentaux ont commencé avec la révolution industrielle, ils se déplaçaient avec les nouveaux moyens technologiques. Ils sont arrivés en Chine, ils se sont rendus compte que les Chinois sont très avancés technologiquement. Et ils ont compris que les Chinois ont quelque chose qu'eux ils n'ont pas. C'est que les Chinois ne croient pas en Dieu. Les Chinois avaient basé leur développement sur leur culture. Et pour pouvoir faire en sorte que les Chinois arrêtent de progresser de manière aussi rapide, ils ont fait une guerre aux Chinois qu'on appelait la guerre de l'opium. On utilise des termes barbares pour ne pas expliquer ce que ça veut dire. La guerre de l'opium, ça veut dire qu'on vient chez vous. On se rend compte que vous êtes très intelligent. Pour que vous ne puissiez plus continuer à être très intelligent, on vous vend la drogue. Et quand on sait que vous allez vous droguer, vous n'allez plus pouvoir être aussi performant, vous allez devenir tous fous et mourir. C'est ce qu'ils ont fait en Chine et ça a fonctionné. Ils ont appliqué la même chose en Afrique. La preuve, si vous regardez la plupart des pays d'Afrique francophone, quelles sont les entreprises qui contribuent le plus au PIB? Les deux premières en général, vous allez toujours voir une entreprise de brassicole. Ça veut dire que nous sommes noyés dans l'alcool. Quand vous allez sortir dans tous les quartiers, il y a au moins 2 églises. Dans tous les quartiers. C'est clair. Tu vois, avant c'était juste les catholiques, après il y a eu les protestants, après il y a eu les musulmans. Mais maintenant c'est grave. Jésus sauve et guérit, Jésus va venir demain, Jésus... On ne peut pas se développer comme ça, c'est pas possible. On est dans de l'illusion, on est dans une comédie. Mais c'est bien pour les politiques, parce que tant que ça reste comme ça, les politiques peuvent rester là 800 ans. Oui, parce que nous, on ne va jamais voir que la responsabilité de nos problèmes, c'est d'abord, 1, nous-mêmes, et 2, ceux qui nous dirigent. Donc, comme on ne va pas vouloir considérer que c'est nous-mêmes, puisqu'on a déjà confié au Seigneur,
Ceux qui nous dirigent, on a peur, on va boire la bière, et puis qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va jamais se développer. Jamais. Professeur Herman Yaglibot, un commentaire par rapport à cet élément? Bon, mais moi je crois que cet élément-là corrobore avec ce que je disais tout à l'heure, Oui. que le juge est dans son environnement. Et on a un environnement nouveau. Les juges croient en Jésus, ils croient en Allah. Bon, mais maintenant, est-ce que cette croyance apporte quelque chose de sacré dans leur travail? Non. Tout est superficiel, tout est divertissement, tout est... On dirait que nous sommes dans un monde de jeux, les gens jouent et tout. Bon, maintenant, c'est même d'ailleurs pourquoi, avec les nouvelles propositions qui sont dans l'outil qu'on appelle les téléphones portables à l'heure actuelle, le divertissement prend plus de la place que d'avoir un téléphone à travailler avec, te permettant de raisonner sur ton avenir. Bon, ceux qui sont amuseurs de la société ont eu pion sur rue, proposer des outils de divertissement dans différents réseaux sociaux qui sont implémentés dans nos téléphones, et on passe tout le temps à s'amuser, à s'amuser, à s'amuser. Alors, donc quand on a une société comme ça, le sacré n'existe plus. Voilà. D'accord. Nous prenons le prochain élément, la page pratique. Comment devenir pauvre? Ne te réveille jamais tôt, dors jusqu'à 9 heures. Active chaque jour le forfait internet pour être sur TikTok. Critique chaque jour ton président et son gouvernement. Joue au pari foot dès que tu as l'argent. Ne suis aucune formation professionnelle. Accroche-toi à ton emploi sans créer d'autres sources de revenus, car tu as un salaire chaque fin du mois. Sois un meilleur fan de séries Novella au point de maîtriser les titres de toutes les saisons et respecter le programme. Fais impressionner ton entourage en achetant des téléphones chers et des habits coûteux. Il ne faut surtout pas épargner. Dépense ton argent comme si tu mourrais demain. Ne contrôle surtout pas tes dépenses. Écris un business plan en respectant le moindre principe. Et garde-le soigneusement à la maison en attendant les investisseurs pour financer ton projet. N'aie aucun travail du type débrouillardise, car ce n'est pas de ta qualité. Il faut toujours dire que les Blancs, l'État, ton président, ta famille sont responsables de ta pauvreté. Ne lis aucun livre sur le développement personnel, ne lis jamais un livre sur le marketing, surtout pas sur l'intelligence économique. Avez-vous compris le message derrière ce texte? Studio, professeur Herman Yaglibot, alors comment devenir pauvre? Ouais. Pour devenir pauvre, il faut se lever tard. Ne jamais se lever tôt. Il faut toujours voir qu'il y a à faire chez les autres, mais pas chez soi. Bon, il faut avoir son téléphone portable, s'amuser avec. Il faut avoir besoin de bien manger, sans toutefois se poser la question d'où sort cette nourriture. Il faut boire de l'alcool. Il faut tout le temps être en divertissement. Là, comme ça, tu deviens pauvre facilement et de tout rejouer. Alors, maintenant, je dois savoir vraiment comment devenir riche. Pour devenir Comment riche, devenir riche, il patriarche? faut souffrir. C'est au bout de la souffrance que la richesse vient. La richesse ne vient jamais seule. Tous les gens qui ont eu des richesses, beaucoup d'entre eux ont commencé sur des bases à ne pas imaginer, c'est-à-dire des bases inimaginaires. On peut avoir été au départ quelqu'un qui avait à peine trouvé de quoi manger, parce qu'il est même prouvé aujourd'hui que même les héritiers des enfants qui ont eu des parents milliardaires, très peu de ces enfants-là, si les milliards n'ont pas été entourés, du moins, comment on peut dire, protégés par un système, par exemple la création de sociétés avec les gérants assez durs, où les enfants n'ont pas l'accès par rapport
à la structure de la société et que l'enfant ne peut avoir accès que pour travailler comme employé, mais la structure est protégée par la loi et par un certain nombre désaccords. Mais si on se met dans la logique qu'on a eu des maisons ici et là, des cités entières et tout, et que les enfants par derrière se mettent dans la logique de dire voilà, nous ne devons pas souffrir parce que on a eu un héritage. Fin de compte, cet héritage va entraîner des procès. Oui. Et derrière ces procès, on va dilapider tout ce que les parents ont fait parce que personne n'a souffert à la base pour en obtenir quoi que ce soit. Tout à fait. Alors, de ces faits-là, ne pense pas que tu vas faire de tes enfants des enfants qui ne vont pas souffrir et par après, ils seront bien. Ce n'est pas évident. Il faut toujours les apprendre à souffrir, apprendre à travailler, apprendre à veiller sur eux et sur leur environnement. D'accord. Voilà. Merci, Patriarche. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Cette émission, c'est vous qui la faites. Vous avez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez également nous faire un WhatsApp. On va prendre le SOS téléspectateur. Patriarche, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre sagesse. J'aimerais savoir comment faire pour vous rencontrer. Je suis du côté de Yaoundé. Bon, le week-end, on sera à Yaoundé. Je serai à Yaoundé, en fait. Quand je dis on, bon, ça veut dire moi et mes... Vos collaborateurs? Non, les forces invisibles. Ah, la force invisible. Mais oui, parce que on disait, quand on était petit, on nous parlait des anges gardiens. Oh, donc on est assisté, on n'est pas seul. Et Quand cette assistance-là finit, bon, alors ce qui arrive, arrive. est-ce que tout le monde peut voir vos forces hein? Est-ce que les personnes initiées peuvent... Comment vous faites pour marcher avec... Non, expliquez-nous tout le ça, monde Patriarche. est assisté. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais tout le monde ne prend pas conscience de cette assistance. Il n'y a personne qui est plus que l'autre de fait. Non, on n'est plus que l'autre par rapport du fait que on fait des efforts à prendre conscience de l'existence de la double dimension, de la dualité de la vie, de ce qui est du jour et de ce qui est de nuit. Hein, on est conscient de l'existence des forces venant de ces deux côtés. D'accord. On est conscient qu'il existe la journée et que la journée est faite de 12 heures de lumière pour la plupart des pays et de 12 heures d'obscurité. Et que ce qui se travaille, ce qui se fait dans l'obscurité est ce qui se fait dans l'obscurité. Et ce qui se fait sous la lumière est ce qui se fait sous la lumière. Mais maintenant, tout le monde doit savoir que ce qui se fait dans l'obscurité est plus puissant que ce qui se fait sous la lumière. C'est-à-dire, la lumière du jour n'a pas autant de force que ce qui se fait dans la nuit. C'est pourquoi on n'a toujours pas pensé, constaté que la sorcellerie, les forces occultes sont plus nocturnes que diurnes. Voilà. Alors, on a ce message de Francis depuis Yaoundé. J'aimerais savoir si le juge corrompu peut-il toujours ordonner aux ancêtres qui sont justes de frapper l'accusé? Non. Le juge corrompu est déjà corrompu. C'est comme vous avez des grains d'arachide qui sont corrompus, ça ne va pas pousser. Bon, vous allez beau les planter, les entourer de tout ce qu'il faut, engrais et tout, mais ça ne va pas pousser. L'éclosion de forces négatives au sein d'une justice entretenue par certains juges, ils vont les sombrer et ça va aller jusqu'à leur progéniture.
Donc, ce n'est pas bon d'être un juge corrompu. Bon, sauf que des fois, on est corrompu sans le savoir. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, c'est question d'environnement. Voilà. Patriarche, à une certaine époque, lorsqu'on mettait un bébé au monde, on ne sortait pas avec lui. On restait à la maison pendant au moins 3 mois. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce la raison pour laquelle certains enfants n'évoluent pas normalement? Oui, bon, ce n'est pas le cas parce que le pédiatre ne va pas venir consulter l'enfant à la maison. Il faudra sortir avec l'enfant pour aller à l'hôpital. Mais le principe d'avant, tel que relevé par le téléspectateur, consistait à donner une base occulte à l'enfant par rapport à son environnement. Bon, parce que traverser les carrefours, certaines fois les carrefours sont des lieux pas bien, puisque certaines pratiques occultes vont jusqu'à amener à ce que soit on jette des pièces d'argent à une carrefour pour que les gens les traversent, Oui. pour se défaire de ce qu'on appellerait la malchance, où on se fait même laver à un carrefour avec des remèdes, avec des plantes appropriées. Et là, les premières personnes qui traversent cet endroit ne sont pas à l'abri des vibrations qui ont été déposées à cet endroit. Et voyons donc un nouveau-né qui est trimballé du fait, je ne sais pas moi, d'une fièvre ou je ne sais pas quoi. Alors qu'avant, il y avait des méthodes pour pouvoir arrêter ce genre de petits bobos. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, nous ne pouvons donc pas avoir la même société. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes la réponse sociétale par rapport à notre environnement. Voilà. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, de nos jours, le Cameroun est devenu un État corrompu. Les juges rendent-ils justice? Leurs morales sont-ils fondées sur le devoir? Voilà, ce Oui, message bon, n'est mais pas écoute, signé. tout le monde a le droit de constater ce qui se passe, à tort ou à raison, hein, ce qui se passe dans son environnement. Mais le tout n'est pas de condamner ce qui se passe, les gens qui font ci ou ça, mais de se conformer au respect des lois de la nature. C'est ce que nous fait dire souvent, que nous devons devenir des disciples. Nous devons faire des efforts pour que nous soyons des disciples, afin que nous ayons des maîtres, tant du plan physique que du plan métaphysique, qui nous conduisent vers nos véritables maîtres invisibles. Bon, donc, comme pour dire, nous devons rechercher à ce que nous soyons formés à une école initiatique, qui est une école naturelle, qui est une école de la plus bonne manière d'interpréter le fonctionnement de l'univers, de la nature. Le cap de la servitude vers le cap de l'affranchissement. Parce que quand on est affranchi, on n'a pas de problème avec l'État, on n'a pas de problème avec les sorciers, on n'a pas de problème avec les juges et tout. On est un homme affranchi, c'est tout. Voilà. Donc on est au-dessus de la basse classe, parce que la basse classe n'est pas le bas peuple. La basse classe, c'est tout ce qui fonctionne par rapport à les lois du hasard, oubliant que le hasard ne donne naissance à rien. Les lois du hasard, c'est que, bon, si quelque chose m'arrive, c'est par hasard. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce que j'ai. Bon, on est malade et on court à gauche, à droite pour dire, bon, je souffrais même de quoi. Bon, donc tout arrive par hasard, tout arrive dans ta vie par hasard. Pendant ce temps, tu prends les décisions qui sont pas bonnes contre soi. Oui. Professeur Herman Yeglipot, merci pour votre émission. C'est la première fois que je suis. Alors, j'aimerais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé du sida comme maladie mystique. Ma petite sœur en souffre.
J'aimerais savoir si vous pouvez l'aider à s'en tirer. Non, bon, disons, on n'a pas, la chronique dit que il arrive des fois, nos actes peuvent pousser à ce que il se met en nous un dysfonctionnement, un désordre. Et ce désordre-là doit être interprété, soit par les appareils qui sont limités, parce que il n'y a pas d'appareil qui voit la sorcellerie de façon formelle. Bon, et il y a des fois, on fait tous les diagnostics, on ne trouve pas de quoi souffrait un individu, et pourtant, comme je disais tout à l'heure, si par exemple vous êtes frappé parce que vous avez prononcé un verdict, une décision de justice erronée, votre langue commence à gonfler dans votre bouche jusqu'à ça prend du volume. Tous les examens qu'on va faire, on n'en trouvera rien. Mais on va voir comment la langue prend du volume jusqu'à s'extérioriser, quitter la bouche, se retrouver dehors et en mourir. Alors, il n'y a pas un appareil qui va expliquer à quoi cela est dû. Mais bon, il y a toujours des noms de maladies, hein. À l'hôpital? Il y a toujours des noms. On va vous dire c'est telle maladie, c'est X nom, c'est Non, on c'est va maladie rare. On va toujours regarder. attribuer cela à... Oui, on va regarder la langue. Là, maintenant, on est dans la pathologie voilà. qui est liée à l'anatomie. Bon, on va voir que si la langue gonfle comme ça veut dire que tu as un problème. C'est comme quelqu'un qui a les problèmes aux yeux. On va parler de conjonctivite. L'autre a la gorge amygdalite ou je ne sais pas quoi, aux oreilles, orthite, hein, aux poumons, aux bronches, bronchite. On va mettre les suffixes ou les préfixes par rapport à l'endroit où l'inflammation se présente. Là n'est pas le cas. D'accord. Mais souvent, on parle aussi des maladies rares. Ça, des genres de situations où on n'a jamais vu ça. On ne sait pas comment nommer Mais ça. les initiés comprennent tout de suite qu'il y a quelque chose. Voilà, par exemple. Mais dans ce cas, vous, patriarche, vous qui êtes un sage, un homme éclairé, est-ce que vous pouvez aider cette personne? Bon, ça, j'ai éclairé, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que quand on fait la voyance, on sait que le juge est frappé. Et on lui dit d'aller demander pardon à la personne qui serait l'auteur de son mal. Mais il sait que cette personne-là est... C'est ça, parce que il y a des cas comme ça, où tu es là, bon, on vient avec un enfant, un jeune homme, qui est gardien de prison de son État, a arraché de l'argent, a arraché de l'argent à un prisonnier et a fait prolonger son séjour en prison. La personne doit dire, toutefois, il va sortir, tu vas voir. Dès que la personne sort de la prison, le jeune homme tombe malade. Et dans un premier temps, on court à l'hôpital. Ça, l'hôpital, c'est un endroit à tout faire. On court à l'hôpital, puis là-bas, on ne comprend pas de quoi il est question. Sa mère vient me voir, et c'est tard parce qu'il faut aller demander pardon, on ne sait plus où se trouve le monsieur. Oui. Voilà. Et moi, j'étais à sa mère, bon, il faut te rassurer si ton fils peut dire comment ça doit se passer. C'est son fils qui reconnaît que la promesse de lui rendre malade était faite et qu'il fallait aller vers le monsieur. Mais dans un premier temps, on n'acceptait pas ça. Il fallait qu'on insiste. Et c'est là qu'il dit oui, il connaît le nom de la personne et tout. Mais on ne peut rien travailler en ces temps-là si on ne passe pas par la personne elle-même. Il faut que la personne elle-même soit là et accepter pardonner. Bon, il y a aussi des cas où cette personne n'a rien fait par elle-même. Oui. Elle est allée demander le secours. Et derrière cela, il s'est passé une situation où aujourd'hui, elle ne maîtrise pas ce qu'on a fait pour son compte. Hein, c'est-à-dire pour l'aider à rendre justice, à se faire justice. Oui. Voilà. Mais est-ce que le fait de demander pardon, professeur, ça arrange quelque chose? C'est-à-dire, vous avez tout le temps, vous me dites, quand on crache en l'air,
on reçoit sur soi. Est-ce que le fait de demander pardon comme Ça arrange, parce que arrange j'ai quelque dit, il chose? y a deux choses. Il y a un effet karmique. Oui. Tu montes, tu descends, tu vas payer. Et il y a un effet classique, occulte, naturel et classique, où quelqu'un fait des pratiques contre quelqu'un d'autre pour se rendre justice. Bon, il peut arrêter le mécanisme du dispositif qui était en train de fonctionner et qui a donné naissance à ces troubles fonctionnels, métaboliques, organiques, qu'on n'arrive pas à identifier scientifiquement. Alors, il peut arrêter ça, parce qu'il suffit que peut-être c'est quelque chose qui est dans une marmite. Bon, il peut inverser ça. Ou c'est quelque chose qu'on a planté quelque part, qu'on part enlever. Bon, et là, le processus s'arrête. Mais le karma, lui, continue. D'accord. Bon, comme pour dire que même celui qui fait Qui se rend justice. qui sera en justice ne sera pas épargné. Parce qu'il se rend justice sur ce qu'on lui a fait. Mais c'est que lui, il fait aux autres. Qui lui punit pour ça. Donc, il faut toujours avoir une marge de tolérance. Hein, et dire que la nature va agir. C'est ce qu'on dit peut-être à l'église, que Dieu va agir. Bon, maintenant, est-ce que c'est pareil? Là, je dirais non. Pas pareil, parce que quand on sait que la nature va agir, ça veut dire qu'on a accepté la souffrance. Par rapport à cette souffrance, on sera propulsé. On n'aura pas la récompense au paradis, parce que au risque qu'il n'y ait rien qui existe comme ça, on aura perdu du temps à croire à ça. D'accord. Professeur Herman Yaglipot, ce sont les vacances et on remarque qu'il y a beaucoup d'accidents. Est-ce dû à l'état de la route ou la sorcellerie? Bon, alors tout ça c'est possible. Parce que l'accident, c'est être au mauvais endroit et au mauvais moment. Bon, donc, pourquoi tu es à cet endroit-là, alors que peut-être tu as fait 250 km sans être en troisième position nulle part. Ou il y a eu plusieurs fois de troisième position, mais tu as pu t'en sortir. Pourquoi cette fois-là, tu n'as pas pu t'en sortir? Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé. Parce que, en fait, il faut que les gens comprennent une chose. La vie d'un être humain n'est pas cadeau non plus. Et n'est pas aussi quelque chose de léger comme ça. Parce que les réflexes sont donnés même au soulard. Quelqu'un qui a bien bu de l'alcool réussit à conduire la voiture jusqu'à l'amener chez lui sans faire l'accident. Mais quand il arrive chez lui, il n'arrive pas à sortir de la voiture pour entrer dans la maison et se coucher. Moi j'en ai vu, bon, je ne dis pas de qui parce que j'en ai vu comme ça quand j'étais enfant. Hein, un des oncles, pourquoi ne pas dire ça? Par exemple. Il venait avec sa voiture jusqu'à côté de la véranda, qu'il faut seulement sortir de la voiture, monter et ouvrir. C'est son épouse qui, sachant qu'il est très souvent sous, dès que la voiture arrivait, du moins le bruit de la voiture était perçu, elle sortait pour recevoir son mari. Et deux fois, sa main est accrochée au niveau du volant, la portière est ouverte, sa tête est penchée hors de la voiture, et il n'arrive pas à sortir. Il faut qu'on vienne le prendre et tout. Alors donc, il y a un degré de réflexe qui n'est pas forcément lié à la volonté de l'homme, mais à la volonté de son ange gardien, on peut le dire, ou bien alors c'est les forces occultes qui l'accompagnent dans la vie, qui fait en sorte qu'il ne peut pas mourir d'accident, parce que ce n'est pas ce qui est établi pour lui comme mort. Son genre de mort n'est pas l'accident. Bon, il va mourir d'une autre chose, mais pas d'accident. Oui. Voilà. Et professeur Herman Yaglipot, quand on était plus jeune, lorsqu'on allait passer les vacances avec la grand-mère, au retour, il y avait une herbe qu'on nous donnait.
la grand me disait, voilà, ça va nous protéger contre les accidents. Est-ce que ça existe encore, ces petites pratiques? Bon, disons, les herbes existent même comme dans les villages sont devenus la ville. Hein. Parce que moi, quand je pars dans certains coins du Cameroun, hein, surtout à l'ouest, tu te demandes si tu es à la prison, dans certains villages. Bon, cette attitude où on n'a pas une zone de recueillement, de repos, ne paye pas. Voilà, parce qu'il faut. Le fait d'abattre les arbres, dernièrement, il y a eu un accident où quelqu'un est à l'hôpital à Yaoundé, où les primates, le gorille l'ont bien tabassé et fracassé son visage, où à ce jour, la personne n'a plus des yeux, parce qu'il venait couper les arbres, ayant appris que le cacao, ça se paye cher maintenant, donc il venait faire sa plantation de cacao. Comme les arbres, c'est l'habitation des primates. Parce que c'est là qu'ils peuvent aussi s'abriter lorsque les prédateurs peuvent venir pour les prendre pour gibier. Alors quand toi tu viens couper sa maison, hein, abattre un arbre qui est sa maison, il doit faire comment? Bon, donc il y a plein de choses dans la nature où lorsque nous vivons, on doit faire trop attention parce que tout à l'heure je disais que des trois mondes, le monde minéral, il y a des lois à respecter par rapport à ces mondes, il y a des lois à respecter par rapport au monde végétal et il y a des lois à respecter par rapport au monde animal. Et là, je dis que nous sommes dans deux groupes, le groupe des bêtes et le groupe des soi-disant humains, parce que moi j'entends par un être humain, c'est lui qui s'est humanisé. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir, lorsqu'un individu est commandé par les forces occultes et que cet individu commet des dégâts dans son entourage, qu'en serait-il du châtiment réservé? Bon, le châtiment, le premier châtiment, c'est qu'il peut avoir des situations palpables où tout le monde voit que ce qu'il a fait, c'est ça, sans doute qu'il se paye comme ça. Il y a aussi des châtiments où il peut vivre sa vie et mourir. Et puis revenir dans la vie pour payer de ses fautes. Parce qu'il n'y a rien qui ne se paye pas. J'ai dit tout à l'heure, soit tu es payé de tes fautes, soit tu es récompensé de tes bienfaits. Dire qu'on va vivre, bon, on fait n'importe quoi, parce qu'on est ci ou on est ça, on est gouvernant, on est ci, on est ça, non. Ça se paye même très mal lorsque tu as des responsabilités sur des hommes et que tu t'es mal comporté contre ces hommes-là. Ça se paye mal. D'accord. Peut-on être milliardaire sans entrer dans la sorcellerie? Juste rappeler aux téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, pour le moment, est réservé aux SMS. Donc, vous pouvez faire des SMS ou alors WhatsApp. Les appels se font après l'émission. Patria, est-ce qu'on peut devenir milliardaire sans entrer dans la sorcellerie? Ouais. On peut avoir beaucoup d'argent. Moi, je dis souvent, moi, je n'en ai pas. Bon, c'est pas parce que je n'en ai pas que les autres ne doivent pas en avoir. D'accord. Comment être milliardaire sans entrer dans la sorcellerie? Pour avoir de l'argent, c'est la chose la plus facile. Mais l'idée qui conduit à l'argent, c'est la chose la plus difficile. Si vous pouvez trouver, parce que prenons par exemple le cas des médicaments, les médicaments, c'est la première industrie au monde, mais qui ne fait rien de bon que d'amener les gens à espérer. Bon, ça, tu bois le médicament toute ta vie, tu ne guéris pas. Tu pars pour la santé, mais tu deviens client de la firme pharmaceutique dont le médicament correspond à ton problème. Entre bien guillemets, parce que ton problème peut-être n'est pas ça. Parce que si on fait un diagnostic jusqu'à être sûr qu'on a la connaissance de ce qui est à la base de ton mal, la guérison est totale. Mais quand on fait des supputations, je suis diabétique, on soigne le sang au lieu de soigner le pancréas qui n'arrive pas à faire l'insuline, ça veut dire que le diagnostic est faux, parce que le diagnostic ne devrait pas être le sang,
Le diagnostic devait être le dysfonctionnement du pancréas et comment résoudre ces dysfonctionnements-là. Et comme le diagnostic est faux, on va s'accrocher sur le sang, donner l'insuline, faire ceci, faire cela. Jamais. Ça, c'est un exemple que je donne souvent, qui est un exemple terre à terre. Et on comprendra ça lorsque, à partir de cet exemple, on fait le rapprochement sur d'autres cas. Hein? Donc, moi, je dis, il faut toujours faire attention à sa vie. D'accord. Patriarche, j'apprécie beaucoup votre manière de consulter. Rien qu'en échangeant avec vous, on parvient à guérir sans même boire le produit. Merci beaucoup. Ah oui, là, c'est qui? Edimo. Ok, merci, Edimo. S'il vous plaît, Patriarche, comment fait-on pour booster son énergie mystique? C'est Herman depuis Ombessa. Il faut te mettre dans la logique initiatique, une éducation initiatique. Parce que les recettes sont limitées. Les recettes sont telles que ça peut aller avec une personne, avec une autre, ça ne va pas. Par contre, lorsque on apprend à pêcher du poisson, on peut avoir des postures pour les petits poissons, on sait comment les pêcher. Oui. Des gros poissons, comment le faire. Et là, on mange le poisson selon son choix. On ne mange plus le poisson selon qu'on vous a vendu un poisson ou on vous a donné un poisson. Voilà. Donc, en métaphysique, on ne doit pas être un assujetti d'un système quel qu'il soit. On doit être plutôt une personne qui cherche à comprendre tout ce qu'elle apprend. Parce que comprendre et apprendre, c'est deux choses différentes. Ça ne peut pas être la même chose. On peut bien réciter les cours sur la base de tout ce qu'on a appris, hein, jusqu'à l'enseignement supérieur, mais sans avoir des réponses. Suivez mon regard, il y a des gens, ils sont des thérapeutes, ils sont malades, ils ne savent pas comment se soigner eux-mêmes. Bon, ils sont obligés d'aller acheter des produits fabriqués par d'autres gens pour se soigner, par exemple. Bon, ceci étant, c'est tout le monde comme ça, hein, dans nos milieux de thérapeutes. Bon, alors à un moment donné, tu ne comprends pas le dysfonctionnement de ton organisme. Tu as appris seulement comment ça peut être, hein, sur le plan symptomatologique. Alors comment tu peux avoir la vie sauve? Tu ne peux pas. Professeur Herman, merci beaucoup pour l'émission. Un juge corrompu peut avoir un pouvoir mystique pour le protéger contre les sorts. C'est Loïc depuis le Togo. Oui, il peut avoir un pouvoir mystique pour le protéger contre les sorts, mais pas pour le protéger contre le karma. Parce que c'est un monsieur qui peut se retrouver un jour face à une situation de maladie où il va pourrir sur place, développant même les asticots, sans que ce soit que c'est quelqu'un qui lui a jeté un sort. Voilà. Voilà. D'accord, on va poursuivre avec ce message Dépôt me dit. S'il vous plaît, veuillez s'il vous plaît éviter d'appeler en ce moment. Non, les appels se font après l'émission, s'il vous plaît, appelez après l'émission. Pour le moment, vous pouvez nous envoyer les messages par WhatsApp ou alors directement des SMS. Alors, professeur, s'il vous plaît, est-ce une bonne chose si les ancêtres nous créent des blocages? Si oui, pourquoi les ancêtres le font? Parce que je suis convaincue que mes ancêtres m'ont bloqué. Ou alors que je suis convaincue que mes blocages proviennent d'eux. S'il vous plaît, appelez après l'émission, professeur. Bon, là, disons que il faut vérifier ce qu'on est convaincu que cela est ainsi fait, que les ancêtres sont montés, descendus et tout, il faut vérifier cela. Il ne faut pas toujours avoir des affirmations sur des choses qui sont même la cause de vos propres blocages. Parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent rien faire dans la vie parce que son oncle, sa tante, son grand-père, sa mère, son père. Non. Tu ne peux rien faire dans la vie parce que peut-être tu n'écoutes pas les conseils.
tu ne peux rien faire dans la vie parce que tu ne te rends pas compte que tu as des choses à faire dans la vie, c'est-à-dire que tu es capable de surmonter les difficultés et arriver à des résultats impensables. Et là, c'est cela qui fait blocage. Donc moi, je pense que l'AMI a intérêt à faire des investigations du point de vue occulte, le scanner occulte qu'on appelle la voyance, pour savoir à quoi est dû ces problèmes. Et là, comme ça lui permettra de faire le pas vers la réussite. D'accord. Patriarche, je m'appelle Cynthia. J'aimerais savoir comment faire pour prendre rendez-vous avec vous ce samedi. Je suis du côté de Yaoundé. Bon, mais la personne va appeler. La personne va appeler plus tard vendredi. Bon. Moi-même, je suis content. Je ne dis pas ça à cette antenne pour rien. Je suis content que j'aille quelque part, je parle avec les gens. D'accord. Voilà. Comment connaître sa mission sur Terre? C'est Belobo depuis Bonanjo. Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut d'abord savoir d'où tu viens, pourquoi tu es là et où iras-tu après que tu ne seras plus là. Donc, sa mission, c'est quelque chose de complexe parce que même Jésus, dit-on, a fait 3 ans de sa mission et un peu avant, ne savait pas qu'est-ce qu'il avait lorsqu'il commençait à aller à gauche, à droite. C'est comme j'envisage que j'ai les contacts avec des gens à Yaoundé, où j'arrive là, je discute avec eux des problèmes métaphysiques. Je pars à Bafoussam, je discute avec des gens qui ne peuvent pas venir à Douala et qui ne peuvent pas non plus me voir autrement, sauf à la télé. Bon, et au-delà du Cameroun, que je me retrouve au Gabon, que je me retrouve en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, de temps en temps, échanger avec des gens sur le devenir de l'individu. Comment l'être humain peut faire pour être une personne affranchie. Être affranchi ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Non, être affranchi veut dire que tu n'es plus cette personne de la classe des personnes lambda qui subit l'asservissement. Voilà. D'accord. Professeur, on a ce téléspectateur qui dit « Mon père, vous ne venez jamais à Marois. Pourquoi? Nous, on a besoin de vous ici. » J'ai été à Marois une fois, au moins. Bon, mais je ne peux pas aller partout sans que je sois invité. Hein? Parce qu'en réalité, c'est lorsqu'on est invité qu'on se sent capable de croire à ce qu'on va aller faire quelque part. Parce que si je me lève le matin, je pars à Garoua ou à Marois, chercher une radio locale, Oui. commencer à dire là-bas que je suis ici, venez me voir, je suis ici, venez me voir. Bon, personne t'attendait, on va venir te voir comment. Mais si les gens s'organisent en disant, bon, c'est monsieur, nous on veut le voir ici. Bon, je ne suis pas Superman quand même, je suis un être humain normal. Bon, les forces occultes et tout, bon, on les partage. Il n'y a pas un problème à ça. Donc, je vais m'amener et puis on va échanger. Et peut-être ça va être une bonne rencontre pour les personnes qui ont bien voulu me recevoir et qui ont procédé par cette invitation. Voilà. D'accord. Alors, comment communiquer avec ses ancêtres et leur demander des aides, protection et assistance? Bon, là, j'ai dit tout à l'heure, bon, là, c'est des méthodes médiumiques, c'est-à-dire les médiums savent bien comment ça se passe. Et ces méthodes-là, on peut les étudier. Il n'y a pas de recette clé en main à chaque chose. Non, il y a les démarches. Et ces démarches-là, il y a des risques de mal faire des choses. Parce que moi, je dis toujours aux gens, quelqu'un achète un livre et qui a des exercices, il n'est pas préparé sur la chose occulte, il n'a pas le b.a.-ba de l'occulte, mais
Il n'a même pas lu le livret du début à la fin avant de commencer à pratiquer les exercices. Il se met à les pratiquer. Alors, résultat de course, le voilà coincé parce que il y avait des préalables, il y avait des choses qu'il fallait faire avant de faire tel ou tel exercice. Il n'a pas pu les faire. Et voilà où il se trouve maintenant. Il peut se retrouver dans un feu inimaginable et en mourir. Voilà. D'accord. Professeur, quel conseil pouvez-vous donner à un diabétique? Non, j'ai déjà parlé de l'affaire du diabète, c'est fatigué. Ça revient tout le temps, Oui, Patriarche. parce que le diabète, ce n'est pas l'insuline qu'il faut bagarrer avec. Il faut changer de mode de vie, il faut comprendre, parce que les maladies des civilisations sont des maladies de la classe cardiovasculaire. Diabète, hypertension, obésité et tout. C'est des maladies de la bouffe, la bonne bouffe. Alors, à un moment donné, le poids évolue, le pancréas n'arrive plus à supporter le travail à faire par rapport aux surcharges que la personne a encaissées. Et puis, le problème commence. Hein, et il faut maintenant réguler son mode de vie et amener à ce que le pancréas puisse recommencer à travailler normalement, parce que le pancréas fait de l'hormone qu'on appelle le glucagon qui augmente le taux de sucre dans le corps en agissant au niveau du foie. Le pancréas fait l'hormone qu'on appelle l'insuline qui régule le taux de sucre en agissant dans le corps, en agissant sur le sang. Bon, maintenant, de quel côté se trouve finalement le diabète? C'est ça le problème, parce que si le glucagon est plus abondant que l'insuline, c'est la faute de la personne qui ne mange pas de sucre, pourtant le glucagon est récupéré par le foie multiplié en glucose et puis voilà. Donc il y a un problème. D'accord. Hein? Beaucoup d'entre nous n'ont pas été à l'école. Nous comprenons les choses mieux que ceux qui ont trop fait l'école. Ça ne se comprend pas. Ok. Hein? Patriarche, je m'appelle Cindy, rien ne va dans ma vie. Ça fait 18 ans aujourd'hui que je cherche à me marier. Toujours des relations qui n'aboutissent pas. Je suis une belle femme, j'ai un bon comportement. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas si j'ai un voile sur le visage. Bon, on va scanner ça. D'accord. Le scanner, c'est quoi? C'est la voyance, Oui, Patriarche? on va scanner parce que là, on rentrait dans le plein même de l'occulte pour pouvoir voir qu'est-ce qui vous arrive, puisque vous avez toutes les qualités, vous avez la beauté, vous avez le comportement, vous avez tout. Bon, maintenant, il y a les hommes qui ont besoin d'une belle femme et d'une femme qui a le bon comportement et tout. Et pourquoi vous ne tombez pas sur un homme pareil? Est-ce que c'est un problème karmique ou bien c'est un problème d'une main mise sur vous, qui soit une main noire et tout? Ça, c'est à scanner. D'accord. Patriarche, ça fait 10 ans que je suis entrée dans la vie de mon mari. Et depuis là, rien. Nous avons 2 enfants. Mon mari travaille jour et nuit, mais il n'économise pas. Jusqu'ici, nous n'avons rien. Nous n'arrivons pas à payer le loyer. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que mon mari a de l'argent, il gaspille. J'aimerais savoir comment lutter contre la même percée. C'est Josiane. On va scanner. Parce que des choses de ce domaine-là sont occultes. Sans qu'on puisse les occulter, le questionnement qui part dans le sens de la question Oui. Que nous entendons là est déjà dans l'occulte. Et pour que les choses de cette manière soient révélées, on a oublié de faire le scanner, de faire la voyance. D'accord. Voilà. Alors, comment faire pour qu'une personne qui me doit un certain nombre de biens me les rende, sans pour autant aller devant une autorité, sachant bien que ça ne va pas aboutir, car j'ai déjà essayé?
Oui, bon, mais là, il y a des méthodes pour que quelqu'un te rende ton argent ou bien tes biens. Ces méthodes-là existent. Il faut seulement bien tomber, c'est tout. Ok. Comment obtenir une guérison absolue? Bon, la guérison absolue veut dire que on n'a pas calmé le mal. Oui. Le mal disparaît avec ses causes premières. Parce que il y a la manifestation qui peut être arrêtée. Par exemple, quand on prend les paracétamol, la manifestation s'arrête. Mais le mal est là, il n'est pas parti. Donc c'est un mécanisme d'anesthésie ou anesthésiant qui amène à ce qu'on ne sente plus mal. Bon, par contre, à force de boire le médicament, alors que la cause du mal n'a pas été touchée du doigt, on ne peut pas guérir. Au contraire, le médicament, les effets indésirables du médicament peuvent devenir pathologiques. C'est-à-dire finir avec de nouvelles maladies qu'on n'avait pas avant. Et allant même jusqu'au cancer ou aux troubles du fonctionnement du foie qui va encaisser et peut avoir des hépatites dues à un mauvais traitement. Donc, chacun doit prendre sa vie en main. Hein, entre nous et entre vous et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Où je parlais là, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et Dieu. De même, n'importe qui, c'est pas seulement moi, voilà. Alors, j'aimerais savoir si la masturbation constante est la sorcellerie. J'ai plus de plaisir quand je me masturbe qu'avec la femme. J'aimerais savoir si c'est une maladie ou la sorcellerie. Bon, vous avez pris les habitudes. Il y a des femmes qui sont lesbiennes pour avoir pris l'habitude de s'amuser avec d'autres filles sans que ça soit de la magie. C'est comme il y a des garçons qui sont timides et n'arrivent pas à draguer des femmes Oui. et qui se retrouvent dans l'obligation de rechercher l'équilibre dans la masturbation. Bon, ce n'est pas forcément une histoire de sorcellerie ou d'envoûtement. Tout comme on peut aussi en être victime, que tu as une femme au lit, mais tu quittes le lit, tu te retrouves dans les toilettes pour te masturber. On a eu des cas pareils. Bon, là encore, on peut se poser la question qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. D'accord. Patriarche, comment faire pour vous rencontrer pour la voyance? Bon, mais là, ces numéros, on peut avoir mon numéro personnel. Le numéro dont vous utilisez pour les SMS peut donner chance à ce que vous ayez mon numéro personnel, vous m'appelez. Et puis, on voit si on peut échanger par rapport à ça. Ok, et à quelle heure faites-vous la voyance? Parce que je travaille, j'aimerais savoir si à mon retour, je peux vous rencontrer. Non, le problème, c'est de prendre rendez-vous. D'accord. Quand on prend rendez-vous, on s'accorde sur l'heure. Voilà. Comment faire pour arrêter la cigarette? Car je vois comme si c'est mystique. C'est un dos depuis Yassa. Mais justement, il y a des méthodes pour arrêter la cigarette, mais beaucoup de gens n'ont pas pu arrêter la cigarette malgré ces méthodes-là. Ce que je sais, c'est que j'ai connu des gens qui ont arrêté à fumer sans utiliser aucune méthode. Se lève le matin et dit que je ne fume plus et il ne fume plus. Il faut avoir du caractère parfois. Voilà. Ce n'est pas toutes les choses que moi je peux dire ici à l'antenne comme un sabitou, comme un connaisseur de tout. Non, il y a des choses qui m'échappent parce que c'est des choses, je ne travaille pas sur ça. Pour une simple raison, parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent arrêter la cigarette. Il y en a d'autres qui font semblant, mais si quelqu'un est bien décidé qu'il ne fume plus, il ne va plus fumer. Voilà. Patriarche, merci pour l'émission. C'est la première fois que je vous écoute. J'aimerais savoir à quand la rediffusion. Bon, la rediffusion, c'est... La page du professeur. Oui, ma page Facebook. Oui. Vous aurez l'émission dans Facebook Herman Nyek Lipor.
en boucle. Oui, Voilà. d'accord. Patriarche, comment faire pour éviter les jeux de hasard? Mon fils de 18 ans, il est un accro. Bon, alors, comment faire, comment faire? Ouais. J'ai aussi des problèmes. Hein. Bon, parce que même les dictionnaires occultés ne donnent pas la chance de savoir tout tout de ce qu'on doit faire. Si un enfant a été éduqué sur la facilité, ne vous étonnez pas que, en grandissant, cela lui suive. Bon, maintenant, comment faire pour qu'on le rééduque? C'est une chose. Bon, est-ce que c'est occulte? C'est une autre chose. Bon, je pense que les parents doivent faire des recherches sur les enfants parce que autant que vous les amenez à l'église, amenez-les aussi chez les thérapeutes, mais amenez-les aussi à vos traditions, hein, ou chez les traditionalistes, pourquoi pas. Hein. Il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'obscurité. Essayez aussi d'aller ailleurs avec l'enfant pour comprendre. Et peut-être ça va l'amener aussi à s'initier. Parce qu'il y a des choses que les gens disent, moi mon père ne m'a jamais amené à ces choses, ne venez pas avec ça m'agacer. Voilà, moi je n'ai jamais été voir un marabout, je n'ai jamais fait la voyance, donc arrêtez ça. Bon, mais il ne sait pas qui était Jésus, qui était Allah. Ça, il est dedans. Oh, oh, voilà. D'accord. Patriarche, comment avoir la femme de sa vie? Bon, parmi les femmes que vous rencontrez, une peut être votre femme. Pour le peu que vous êtes rigoureux, vous allez vous rendre compte qu'en faisant une étude d'affinité ou de compatibilité, vous allez découvrir votre femme. D'accord. Professeur Herman Neglipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Un dernier mot? Donc, le dernier mot, c'est pour les gens qui sont à Yaoundé. On peut se voir à Yaoundé samedi. Si vous voulez bien, vous passez le coup de fil, parce que moi, j'aimerais bien rencontrer ceux qui ne savent pas que je vienne. Ceux qui savent déjà, ils savent. Voilà. D'accord. Bon, Merci. c'est comme ça, on va s'amuser et on va bavarder ensemble. Merci, professeur Herman Neglipot. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23h. Vous avez la possibilité de partager vos histoires avec nous. Il vous suffit juste de nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. À mardi, d'ici là, portez-vous bien.